Mi Anochi. Mi Anochi, qui suis-je? Qui suis-je? C'est les premiers mots que va prononcer Moshe Rabbeinu quand Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui lors de l'épisode du buisson ardent pour lui demander d'aller sauver le peuple d'Israël. Qui suis-je? C'est avec ces mots-là que s'ouvre la parole de Moshe et nous allons essayer ensemble d'explorer pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe. Moshe qui s'introduit à nous avec le mot de qui suis-je, les mots de qui suis-je. Moshe qui ne va plus nous quitter jusqu'à la fin du livre de la Torah, jusqu'à Devarim. Ses dernières paroles, ce sera ce fameux verset magnifique, Ashrecha Israël, bienheureux Israël, Am Noshab Hashem, un peuple qui est protégé. Ce sera ses derniers mots, mais les premiers, c'est Mi Anochi. Qui suis-je? Alors, qui est Moshe? Qui est Moshe et pour quelle raison a-t-il mérité de devenir Rabbeinu, notre Rav, le Rav de tous, le Rav de tout juif dans toute l'histoire d'Israël? Moshe Rabbeinu est le Rav de tous, quel que soit notre niveau de pratique, que l'on soit Ashkenaz, Séfarade, Chassid, que l'on vive en Israël, que l'on n'y vive pas encore, Moshe est Rabbeinu, il fait l'unanimité, il a réussi à unifier la totalité du peuple juif. Il restera toujours Rabbeinu. Il est fondamental que l'on comprenne quelle est la caractéristique de Moshe, qui est Moshe, c'est qui ce Anochi de Moshe qui fait qu'il est devenu Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'on sait de Moshe? On sait il est né à la période où il y avait les pires décrets contre les Béné Israël. Et donc, il a été caché par sa maman au début, puis mis dans un couffin sur le Nil, sauvé miraculeusement par Bathia, la fille de Pharaon, qui va l'adopter, qui va lui donner son nom. Il s'appellera Moshe, qui veut dire tirer des eaux. Et Moshe grandit. Et en l'espace de quelques versets, on a quelques informations sur Moshe. Et on va essayer de comprendre, à travers ces informations, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'il mérite d'être choisi par Akadosh Baruch Hu pour devenir Rabbeinu. Il grandit, Vaïgdal, il est certainement un jeune homme, Vaïtse Alechav, il sort vers ses frères. Visiblement, Moshe a été informé, il sait qu'il est un hébreu, il sait qu'il a été adopté, il sort vers ses frères, il aurait pu rester tranquillement dans son palais doré. Il a grandi, il est un homme, il sera certainement le futur roi d'Égypte. Il est déjà, disent les commentateurs, il est déjà puissant, il a déjà des qualités intellectuelles extraordinaires. Mais Vayetze Alechav, il sort vers ses frères, et là, il voit quelque chose qui lui est absolument insupportable, qui est immoral, et il va s'interposer. Il voit l'opprimeur et l'opprimé, et il voit l'opprimeur qui est en train de battre l'opprimé, et il va s'interposer. Vaïfen ko vako, dit le texte, il se tourne de part et d'autre, Vayar ki en ish, il voit qu'il n'y a personne, et alors il prend la défense de cet hébreu qui est en train de se faire massacrer, et il va tuer cet Égyptien et l'enfouir dans le sol. Dès le lendemain, de nouveau, Yom HaSheni, il sort de nouveau. Et d'ailleurs, de nouveau, il va s'interposer. Et là, ça va être mal pris. C'est une autre situation. Cette fois-ci, c'est une situation où c'est deux Hébreux entre eux qui se disputent. Et il comprend qu'ils savent très bien qu'il a pris la veille la défense de quelqu'un, d'un Hébreu. Donc, il est très légitime de se poser, la première question qu'il va falloir se poser, c'est Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait personne, non, visiblement il y avait quelqu'un, puisque ça se sait. Donc que signifie le texte? Que veut dire notre texte quand il dit « il a vu qu'il n'y avait personne ». Il s'est tourné de part et d'autre, il voit qu'il n'y a personne. Eh bien, le rabbi de Lubavitch va nous expliquer qu'il a vu qu'il n'y avait personne qui allait réagir. Il a vu que personne, de part et d'autre, ne réagissait. Il fait partie, il voit qu'il y a un groupe, il voit qu'il y a quelque chose, une action immorale qui est faite,
c'est insupportable de voir cette oppression et devant cette scène insupportable, horrible, eh bien, il décide de réagir parce qu'il voit justement, précisément, que personne ne réagit. Chacun se dit peut-être que l'autre va réagir, ou bien ce n'est pas mes affaires, ou bien j'ai pas envie d'être mêlé à quelque chose, ou on va m'en vouloir, ou au contraire peut-être que on se dit pour qui ils vont me dire mais pour qui je me prends. Enfin, ce sont des situations des situations où quand on fait partie d'un groupe, il est extrêmement difficile de venir et de s'interposer et de venir et de dire je vais changer le cours des choses, je vais dire haut et fort que ce qui se passe est immoral. Moshe fait partie d'une part du groupe égyptien, mais Vayetze Alechav, il fait partie aussi de cet autre groupe, du groupe des Hébreux. Mais quel que soit son groupe d'appartenance, pour ainsi dire, il faut beaucoup de courage pour venir et réagir et s'interposer et dire ça n'aura pas lieu, c'est immoral, c'est interdit ce qui est en train de se passer et je vais venir et dire haut et fort que c'est interdit ce qui est en train de se passer. Il y a écrit dans Avot, Bimkom chez Ein Ish it Ishtadel Yehot Ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, eh bien toi, sois quelqu'un. Sois quelqu'un. Dis ce que tu as à dire. Interpose-toi. Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait personne. Il n'y a personne ici qui est capable de dire haut et fort, ça n'aura pas lieu. Et donc il va prendre ce risque, il va avoir ce courage incroyable de venir et de dire que ce n'est pas possible en fait, qu'une personne qui a autorité, qui a pouvoir, utilise son pouvoir pour maltraiter de cette façon un esclave. Alors il a grandi dans cet endroit où il y a des esclaves, où il y a une caste supérieure, une caste inférieure, c'est des choses que l'on connaît, où un groupe a pouvoir sur un autre groupe, mais lui, ce qu'il est en train de voir là, c'est de la maltraitance, c'est de l'agression. Et il va réagir à cette agression avec force. Il va réagir. Et en fait, il est intéressant de réaliser que quand on fait partie d'un groupe et que on voit quelque chose d'anormal avoir lieu, ça peut être à l'école, ça peut être dans une institution, ça peut être au travail, on voit quelque chose qui est incorrect, qui est immoral, qui ne devrait pas avoir lieu, a-t-on le courage, finalement, de sortir de notre zone de confort et de dire « Attention, là, c'est pas normal. Là, je vais dire que c'est pas normal. Oui, mais je vais faire mal voir quand je vais dire que c'est pas normal. Ou bien on va me prendre pour quelqu'un d'orgueilleuse et je crois que je vais venir, moi, réparer le monde. Attends, tu crois pas qu'il y en a d'autres avant toi qui sont en charge d'eux? Alors, que ce soit parce qu'on n'ose pas, ou que ce soit parce qu'on a peur d'être mal vu, ou parce qu'on va être pris à partie, ou parce que « Ah non, mais moi, je me mêle pas. » Ah, pourquoi est-ce que je me mêlerais? Je préfère ne pas me mêler. Quelle que soit la raison. Quand on voit quelque chose d'immoral, si on a le courage d'y aller et de crier, de dire haut et fort, mais c'est pas normal là ce qui est en train de se passer, eh bien, quand on va dans cette direction-là, on va du côté de la Géoula, du côté de la délivrance. Quand on reste, quand on reste et qu'on préfère se taire et qu'on n'exprime pas la gravité, quand on n'écoute pas en fait sa propre boussole morale et qu'on ne va pas du côté de la condamnation de ce qui a lieu, eh bien on fait le choix de rester du côté de la galoute, du côté de l'exil. Le Rav Yaakovson va utiliser cet événement majeur qui est le premier événement, la première action de Moshe dans le livre de la Torah, pour dire qu'effectivement, il existe de nombreux groupes d'appartenance, il existe de nombreuses institutions, et bien souvent, quand une action immorale a lieu dans une institution, eh bien, on va avoir une tendance à étouffer l'affaire, à ne pas laisser des voix condamner ce qui est condamnable. Le Rav Yaakovson parle notamment d'institutions, même d'institutions orthodoxes, ultra-orthodoxes, comme il dit,
dans lesquels il peut y avoir des abus, des attouchements et des voix qui voudraient venir condamner vont être étouffées. On va les taire sous prétexte que non, il ne faut pas faire honte, non, ne dis pas ce que les personnes ne veulent pas entendre, il faut protéger l'institution, il faut protéger le système, il faut protéger le système tel qu'il a lieu, c'est comme ça que le système a lieu, ça a toujours fonctionné comme ça, et qui es-tu, toi, pour commencer à faire vaciller le système. Et ce qui est vrai aux États-Unis, ce que condamne le Rav Yacovson, est évidemment vrai également en France ou en Israël ou ailleurs. Quand il y a un endroit, une institution, et qu'il y a des actions qui sont immorales, qui ont lieu, eh bien, le fondement numéro 1, c'est avoir le courage de s'exprimer, avoir le courage d'être quelqu'un qui va condamner, qui va dire haut et fort ce qui ne doit pas avoir lieu, ce qui ne rentre nullement dans aucune conception c'est ce qui est en dehors du domaine de l'humanité même. Eh bien, le premier leader, le grand leader du peuple d'Israël, le Rav d'Israël, Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, est celui qui a le courage de dire et de s'interposer et de condamner ce qui doit être absolument condamné. Il refuse d'être passif devant l'injustice. La première chose que l'on sait de Moshe, c'est ça, c'est qu'il n'est pas passif devant de l'injustice. Et à cause de ça, il va être wanted en Égypte, on va vouloir le mettre à mort, Pharaon va aller le chercher, il va devoir s'enfuir, quand bien même, il le fait. Et il va le faire, et il le fait, et donc le premier jour, la première chose que l'on sait de lui, Vaïgdal, il grandit, c'est qu'il s'interpose, mais on va voir qu'à 2 autres reprises, il va encore s'interposer. Et on voit que c'est un fil rouge, un fil directeur de l'attitude de Moshe dans la Torah. Avant qu'il ne soit choisi lors de l'événement du buisson ardent, on voit que ce qu'il fait, eh bien, c'est qu'il ne supporte pas l'injustice et qu'il s'exprime quand il y a une injustice, quoi qu'il lui en coûte. Le lendemain, nous dit le texte, il voit, cette fois-ci, ce n'est plus un Égyptien qui maltraite un Hébreu, mais c'est 2 Hébreux qui se disputent entre eux. Ils se disputent et il s'interpose. Lama taket re'echa. C'est d'ailleurs les premiers mots de Moshe Rabbeinu écrits dans la Torah. Lama taket re'echa. Pourquoi tu frappes ton prochain? Pourquoi agresser? Pourquoi faire du mal? Comment est-ce possible que tu ne laisses pas ton humanité s'exprimer, en fait, et que tu laisses cette animalité s'exprimer? Pourquoi est-ce que tu frappes? Il s'interpose donc encore une fois, ça va être mal pris, et il va devoir, du coup, il comprend qu'il est en danger maintenant en Égypte, et il va fuir en Midian. Et encore une fois, il s'interpose. Mais cette 3e fois, nous dit le Khatam Sofer, il y a donc 3 fois où il s'interpose. La première fois, c'est un Égyptien face à un Hébreu. La 2e fois, c'est 2 Hébreux ensemble. Et la 3e fois, c'est lorsque les Midianim agressent les filles de Yitro. On est quelques 3500 ans avant l'émergence du début du féminisme, n'est-ce pas? Il y a 7 filles de Yitro qui sont bergères, qui sont en train d'abreuver le bétail, et les bergers viennent et les agressent, et elles doivent s'enfuir. Vaya comme Moshe, Vayoshiem. Moshe se lève et les sauve. Il s'interpose pour la 3e fois. Dans cette 3e occurrence, il n'y a plus du tout d'Hébreux, il y a des idolâtres midianim face à des jeunes femmes midianites aussi, des inconnus et des inconnus. Il ne fait partie d'aucun groupe d'appartenance ici, ni il connaît ces jeunes filles, ni il connaît les bergers, ni aucun Midiani. Il est un étranger en Midian, il n'est lié à rien et à personne, et il s'interpose,
immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces 3 histoires? Pour bien comprendre qui est Moshe et qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu choisit Moshe. La première histoire, comme on a dit, c'est, je vais dire, Hitler, Imar c'est le Hamas qui est en train de maltraiter ton frère hébreu. On peut comprendre qu'il s'interpose. Ah, ça lui va devoir lui coûter, qu'il va devoir s'enfuir. Ok, quand bien même. Son ADN, je dirais, d'hébreu, puisqu'il va Yetzel et Chav, ce sont ses frères, il s'interpose. Dans la deuxième histoire, ce sont déjà 2 hébreux. Alors, là, on pourrait dire, bah, écoute, te mêle pas, ils s'arrangent entre eux, surtout, qu'est-ce que tu vas en faire une affaire, écoute, faut pas que ça se sache, voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour que tu ne te mêles pas d'une affaire entre 2 groupes d'hébreux. Mais ça reste tes frères. Et je peux comprendre. Mais il faut, disons, encore plus de courage. Encore plus de courage pour venir et te mêler d'une affaire qui n'est pas la tienne et essayer de faire en sorte voilà, de prendre la protection, enfin il va protéger quelqu'un qui semble être en train de souffrir de son frère, et donc il prend ce rôle à cœur. Mais dans la 3e situation, là on comprend plus du tout. Quel est ton lien avec eux? Ce sont des Midianim, et pourtant on voit bien que pour Moshe c'est un impératif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas réagir. Moshe ne peut pas ne pas réagir quand c'est l'Égyptien, même s'il se met en danger. Moshe ne peut pas ne pas réagir quand c'est l'Hébreu qui frappe l'Hébreu. Moshe ne peut pas réagir quand c'est des idolâtres entre eux, quand c'est des étrangers entre eux, quand c'est des inconnus entre eux, qu'il ne connaît absolument pas. C'est tout ce que l'on sait de Moshe avant l'épisode où Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe lors du buisson ardent. Et en fait, nous dit le Rav Zaks, quand Moshe va dire à Akadosh Baruch Hu, je vous ai dit les premiers mots qu'il va prononcer, c'est Mi Anochi, qui suis-je? Rav Zaks nous dit, il faut pas seulement comprendre au sens simple qui suis-je, sous-entendu d'abord je suis personne en Égypte. Alors il faut savoir que ça fait des dizaines d'années qu'il est à Midian, et qu'il n'est plus en Égypte. Donc qui suis-je? Je suis personne. Effectivement, Moshe est quelqu'un d'extrêmement anave, d'extrêmement humble, mais c'est pas seulement ça. Rav Zaks nous dit, c'est aussi une question d'identité. Il est en train de poser une question sur son identité. Hachem, qui je suis? Mais qui je suis, moi? Quelle est mon identité? J'ai un nom égyptien, je m'appelle Moshe. J'ai une mère adoptive qui s'appelle Batia. J'ai grandi parmi les idolâtres égyptiens et dans la sagesse égyptienne, j'ai appris de la sagesse égyptienne. Il faut savoir que la sagesse égyptienne est la plus grande sagesse au monde avant que n'arrive, bon, évidemment la sagesse juive, mais je parle dans les nations, avant que n'arrive la sagesse du monde grec. Donc il a grandi vraiment comme un Égyptien. D'un autre côté, il a été adopté, il était hébreu, mais il ne peut pas retourner ni chez les Hébreux, ni chez les Égyptiens. Et puis de toute façon, ça fait des dizaines d'années qu'il a épousé une Midianite, une princesse, enfin la fille du prêtre de Midian, la fille de Yitro, Tzipora. Il est papa, et il est le papa de Gershom, et qui je suis? Qui je suis, dit Moshe. Midiani, visiblement, s'il appelait son fils Gershom, je suis étranger dans cet endroit, c'est qu'il se sent pas tellement Midiani. Mais en tout cas, il vit avec des Midianim depuis l'essentiel de sa vie, il a vécu avec des Midianim, des idolâtres, au milieu des idolâtres. Est-ce que je suis égyptien? J'ai un nom égyptien, j'ai été sauvée par une maman adoptive, Batia, égyptienne. Je suis hébreu aussi, mais j'ai pas grandi avec eux. Qui je suis? Qui je suis parce que là où je suis, eh bien, je suis différent.
Parmi les Midianim, je suis différent. Parmi les Égyptiens, je suis différent. Mais parmi les Hébreux aussi, je suis différent. En fait, quel que soit mon groupe d'appartenance, je suis différent. Je ne sais pas qui je suis. Je ne comprends. Je m'interroge sur mon identité. Je me pose des questions. Et, 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 et en fait, justement, puisque Moshe, là où il est différent. Là où il est, en fait, il a juste une boussole morale qui lui indique de s'interposer quand ce n'est pas juste, mais il ne fonctionne pas à ce qu'on appelle le groupe d'appartenance. Ce n'est pas son mode de fonctionnement, et c'est peut-être certainement pour ça qu'il peut s'appeler Rabbeinu, notre Rav à tous, pas à un groupe d'appartenance en particulier, à nous tous. La notion de groupe d'appartenance est une notion qui a été développée dans les années 50, qui a été, on connaît tous l'expérience de Milgram, où il fallait envoyer des ondes des ondes électriques à une personne, un acteur bien sûr, s'il répondait mal à une question, et pour vérifier en fait la soumission à l'autorité. Et on connaît les résultats vraiment bouleversants de cette expérience de Milgram, et plus tard cette expérience a été reprise un peu plus tard par Berger, je crois. C'est une expérience aujourd'hui qui est interdite, bien sûr, parce que éthiquement, on ne peut pas la refaire. Mais il y a eu plus tard quand même l'expérience de la prison de Stanford, où il y avait des personnes qui ont accepté de jouer le rôle de détenu ou de jouer le rôle de geôlier, et l'expérience a dû être arrêtée au bout de 6 jours, tellement les geôliers ont exprimé du sadisme vis-à-vis des détenus. Et en fait, toutes ces expériences ont permis de réfléchir à ce que c'est que le groupe d'appartenance. Alors, même si le groupe d'appartenance est une notion qui est très importante en psychologie sociale, et en fait, ça a été largement développé en psychologie sociale, et c'est une notion qui est très importante, notamment dans l'enfance. Quand un enfant doit grandir, il a besoin de savoir qu'il appartient à un groupe. Dans la pyramide de Maslow, c'est le 3e besoin, donc c'est un besoin vraiment fondamental. Le besoin d'appartenir, oui, mais le besoin d'appartenance ne doit pas étouffer notre boussole morale, ne doit pas étouffer notre indicateur de ce qui est juste, de ce qui est éthique. On doit pouvoir, malgré le groupe d'appartenance dans lequel on est, pouvoir s'interroger sur les fondements éthiques de ce groupe d'appartenance. Et ce qui est particulier de Moshe, c'est que là où, dans chaque groupe d'appartenance, il n'est pas pleinement appartenant. C'est-à-dire qu'il n'est pas pleinement Midian, Gershom, son fils s'appelle Gershom, je suis étranger, il n'est pas pleinement égyptien non plus, mais il ne peut pas être hébreu parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'être hébreu, et c'est peut-être cette capacité-là qu'il a, là où il est, à ne jamais faire partie d'un club, d'une élite, d'un mouvement, d'une institution, c'est ce qui lui permet de pouvoir porter en fait la totalité de Am Israël par la suite quand il va revenir en Égypte. Cette capacité qu'il a à écouter à l'intérieur de lui sa boussole morale, à ne pas écouter le rapport d'autorité qui aurait pu être « j'ai grandi dans le palais de Pharaon », il a cette capacité en fait à aller et à réfléchir à ce qui est juste. C'est les premiers mots de Moshe, c'est Mi Anochi. Qui je suis? Le Anochi, ça veut dire vertical. Il est d'abord vertical, il est d'abord un homme debout. L'homme est debout parce que l'homme est un être en permanente progression. Et donc il est en permanente réflexion sur le Mi Anochi. C'est très intéressant de voir dans le texte de la Torah qu'Hachem ne répond pas à la question Mi Anochi. Il lui donne pas de réponse qui il est. Il lui dit tu vas aller, je serai avec toi et je vais t'aider dans ta mission. Il répond pas à Mi Anochi comme pour dire
J'ai l'impression en tout cas que ce que dit Moshe ici, c'est qu'il donne son identité. Son identité, c'est Mi Anochi. Qui suis-je? Comme pour dire, pour être le leader d'Israël, pour être Rabbeinu, pour être le Moshe Rabbeinu de tous, le Rav de tout Israël, eh bien il faut qu'il soit en permanence en train de se poser la question Mi Anochi, qui je suis? Qui je suis? Est-ce que mon identité est suffisamment inclusive pour pouvoir entendre une souffrance, quelle que soit l'origine de cette souffrance? Je dois pouvoir entendre une souffrance, je ne fais pas partie d'un club, je ne fais pas partie d'une caste, d'une élite. J'ai une boussole qui est la boussole morale. Mi Anochi de Moshe, c'est ce qui permet d'ailleurs à Moshe d'entendre Akadosh Baruch Hu au moment du buisson ardent. Parce que ce qui est écrit, c'est qu'il y a un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Fort à penser qu'aucun de nous ne se serait arrêté devant ce buisson. On aurait dit, il y a un buisson qui brûle. Il va se consumer. On ne serait pas resté à observer le buisson. Attends, il se consume ou pas? Il se passe quelque chose ou pas? Il y a un mot qui est écrit ici, Vayar Elohim qui sar lirot. Hachem a vu qu'il s'est retiré pour aller voir. Moshe est quelqu'un qui est mitbonen, on dit en hébreu, qui observe. Il observe ce qui se passe autour de lui. Il observe avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il se concentre quand il regarde. Il n'y a pas, rien n'est évident, rien n'est acquis. Il est mitbonen. Et quand il dit Mi Anochi, qui suis-je? Je me pose la question, alors bien évidemment comme je vous ai dit, je pense que c'est son identité, Mi Anochi, il n'y a pas de réponse, et donc qui suis-je? Ça doit continuer à être notre identité à nous, élèves de Moshe Rabbeinu, toute notre vie on doit pouvoir se poser la question, mais qui suis-je? Que surtout je ne me cloître pas dans un groupe d'appartenance en n'écoutant pas ce qui peut se passer, parce que le émet est multiple, et la pire chose qui ait pu arriver au clan Israël depuis qu'il est revenu sur sa terre, c'est ce qu'on appelle les migzarim, c'est-à-dire les groupes d'appartenance qui sont cloisonnés. Il y a des groupes, il y a un groupe qui s'appelle Haredi, ultra-orthodoxe, il y a un autre groupe qui s'appelle Dati Leumi, il y a un autre groupe qui s'appelle donc sioniste, un autre groupe s'appelle les Chassidim, un autre groupe s'appelle les laïcs sionistes, laïcs de gauche, ceux de droite, ceux de gauche, ceux de... Et en fait, ce qu'on appelle les migzarim, c'est la pire chose qui ait pu arriver au clan d'Israël, parce qu'on a oublié qu'il y a Rabbeinu, il y a Moshe Rabbeinu, qui entend les souffrances, qui entend les plaintes, qui est capable de s'interposer, qui est capable de mettre une voix dissidente au sein du lieu dans lequel il est, et donc de s'extraire du groupe d'appartenance qui étouffe la voix, qui cloître, qui cloisonne, qui bloque. Et notre étude, l'étude de la Torah devrait nous ouvrir en permanence à cette curiosité intellectuelle qui nous fait écouter toutes les voix, ne pas forcément devoir exprimer toujours, même dans les groupes politiques, voilà par exemple la voix d'Arthur, avec le livre qu'il a sorti, il a été courageux de pouvoir exprimer une voix différente dans tous les milieux intellectuels et les milieux de gauche, etc. Alors il y a eu la bien-pensance, il fallait condamner, il fallait parler, changer. En fait, tout d'un coup, il n'y a plus du tout eu aucune boussole morale, et tout d'un coup, ceux qui ont été massacrés sont devenus les génocidaires, et vraiment en oubliant toute idée de boussole morale, d'éthique, etc. Et ici, on a cet exemple extraordinaire de ce leader Moshe qui vient et qui dit « Non, je vais m'autoriser à avoir une voix différente ». Et dans le « Mi Anochi », moi j'ai aussi envie de lire « Mi qui Anochi », je suis, qui je suis qui, Mi. Et Mi c'est quoi? Mi c'est Yam. Yam,
c'est 50 en valeur numérique, Mi, Yam, d'accord, c'est les mêmes lettres. 50 en valeur numérique, c'est le dépassement du 49, les 49 jours du Homer, et le 50e, on reçoit la Torah. Donc 49, c'est le chiffre de la nature, 7 au carré, et 50 dans la Torah, on parle de 50, de 50 niveaux de Bina, de 50 niveaux de compréhension. Eh bien, ces 50 niveaux de compréhension, on a dit que Moshe était mitbonen, qu'il observe, qu'il regarde. Le mi qui définit Moshe, c'est cet infini, c'est le chiffre de l'infini 50, c'est le chiffre du dépassement, c'est donc le chiffre de cette identité de Moshe Rabbeinu qui finalement qui nous est présenté dans la Torah à travers ces deux mots-là. Mianori, ça me fait un petit peu sourire parce que cette semaine j'ai fêté, merci Hachem, j'ai fêté mes 50 ans. Et je me suis posé la question du chiffre 50. Alors j'ai fêté mes 50 ans en date non hébraïque. En date hébraïque, ça sera le 5 Shevat. Donc j'ai encore quelques jours devant moi. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a fait bien évidemment réfléchir. 50, c'est un grand saut. C'est un passage vraiment... C'est un grand passage. Même bien plus que 40, je crois. Bon, chaque dizaine, elle est impressionnante quand on passe une dizaine. Mais 50, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et quand je suis tombée sur ce Mianori, je me suis dit, waouh, le 50, c'est ça. C'est le chiffre vraiment d'abord des 50 portes de Bina, de profondeur, de réflexion. Et c'est le chiffre où il y a un dépassement, où on passe à autre chose, où, voilà, Bezrat Hashem, que l'on puisse tous rentrer dans la Bina, dans la compréhension à travers cette exploration de Moshe Rabbeinu qui se présente à nous de cette façon. Mais je voudrais qu'on aille encore un petit peu plus profondément et encore un petit peu plus loin par rapport à cette réflexion-là de Moshe qui est Vaïfen Kovako, qui se tourne de part et d'autre et qui voit qu'il n'y a personne. Le Rav Yaakovson va expliquer qu'on peut aussi comprendre ça au niveau métaphorique, que Moshe, qui est le fils adoptif de Bathia et qui a grandi donc dans cette maison de Pharaon, eh bien, s'interroge sur son identité. Il s'interroge sur son identité, un peu comme nous l'a dit aussi Rav Zaks, il s'interroge sur cette double allégeance à l'Égypte et qu'il est hébreu. Il est pris entre ces deux mondes, entre finalement ces deux réalités-là qui sont les siennes et qui se mélangent à l'intérieur de lui. Et on peut imaginer à quel point ces deux mondes le bouleversent, à quel point ça peut être difficile pour Moshe qui grandit de trouver une identité. Et au moment de l'agression de l'Égyptien sur l'Hébreu, eh bien, Moshe est certainement en train de vivre son plus grand moment de vérité. Parce que il peut évidemment à ce moment-là décider de devenir le futur égyptien, futur roi égyptien, ou premier ministre ou autre, et il peut aussi décider de mettre sa vie en danger et de sauver cet hébreu. Et Vaïfen Kovako, il se tourne de part et d'autre, eh bien ça veut certainement signifier aussi, au niveau métaphorique, il se tourne vers ces deux identités-là. Et combien de fois, je parlais d'Arthur tout à l'heure, combien de fois on a allégeance, on aimerait faire allégeance à deux identités à l'intérieur de nous. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué et on ne sait pas vraiment de quel côté on doit se tourner. Qui suis-je? Est-ce que je suis le fils de Paro ou est-ce que je suis le fils de Yocheved? Est-ce que je suis un Égyptien ou un Hébreu? Est-ce que je suis un prince ou est-ce que je suis un esclave? Plus tard, il va se demander, comme on a dit, est-ce que je suis un Midianite? Est-ce que je suis du côté de ceux qui rendent esclaves ou est-ce que je suis du côté des opprimés? Et Vayar ki en ish. Il voit qu'il n'y a pas un ish. Il ne voit pas en fait sa propre consistance. Il ne voit pas le ish à l'intérieur et en fait, il pose ici une question existentielle. Est-ce qu'on est conscient
de qui est le Ish? Est-ce qu'on est conscient de notre essence? Est-ce qu'on est conscient de notre colonne vertébrale? Est-ce qu'on se pose la question, mais quel est mon moteur principal dans la vie? En fait, à ce moment-là, Moshe prend la décision de réfléchir et d'identifier son moteur. Qu'est-ce qui lui donne vie? Quelle est l'énergie vitale qui le préoccupe? Qui il est réellement? Ko va ko, ça ou ça. Et en fait, quand il n'y a pas de ish, eh bien, on est dans un comportement de suiveur. On va suivre les groupes, ce que l'on appelait tout à l'heure les groupes d'appartenance. Et en fait, c'est certainement une des plus grandes tragédies de la vie d'un homme si quelqu'un ne fait pas ce travail-là de Moshe, Vaïfen Kovako, qui se tourne de part et d'autre et qui ne se demande pas qui il est vraiment. Vaïak et Amitri, il a frappé l'Égyptien. Quel Égyptien? On peut aussi lire l'Égyptien intérieur, le petit Égyptien qui était en lui, l'Égyptien qui a grandi en lui dans le palais de Pharaon, et il choisit de l'enterrer. Il choisit de l'enterrer, attention, il ne nie pas, il n'est pas en train de nier qui il est en train de choisir qui il va devenir à ce moment-là. Et on vit tous des moments de vérité. Des moments de vérité, combien j'ai d'élèves qui sont à l'université et qui sont juives et dans cette horrible période depuis le début de la guerre où il faut mieux cacher son identité juive. Et est-ce que je vais choisir un camp? Est-ce que je vais être capable de dire haut et fort qui je suis et de continuer à lutter pour cette voie, la voie de la boussole morale, la voie de ce groupe-là, de ce groupe auquel j'appartiens, et qui va dans le sens de la boussole morale, qui va dans le sens de la justice, qui va dans le sens d'un monde meilleur, qui veut tuer le mal du monde. Est-ce que je vais y arriver? Entre ces identités-là qui se mélangent à l'intérieur de moi. Et ça peut être ça, mais ça peut être des identités multiples dans notre famille, dans notre belle famille, dans les personnes que l'on fréquente. Nous sommes porteurs de multiples identités. Je pense évidemment aussi aux multiples identités de groupes d'appartenance en Israël, comme on a dit, où il y a ce cloisonnement. Est-ce qu'une personne qui a grandi dans un milieu ultra-orthodoxe comme moi a le courage de dire c'est innommable ce qui est en train de se passer en Eretz Israël, les manifestations que font les Haredim, c'est impensable ce Chilul Hashem qui se fait. Qui laisse ses enfants aller faire des afghanotes et se mettre en danger, faire des manifestations et se mettre en danger? C'est inimaginable. Alors, est-ce que je vais rester cloîtrée et cloisonnée et, alors qu'il y a quelque chose qui est immoral qui est en train d'être fait, sous prétexte il va y avoir des voix qui vont être étouffées ou pas, et avoir le courage de venir et de dire, sans rentrer dans les raisons oui, l'enrôlement, non l'enrôlement, c'est pas du tout ça mon propos. Je dis, mais c'est pas parce que l'on fait partie d'un groupe d'appartenance que on ne doit pas utiliser sa propre boussole morale. Et si dans le groupe d'appartenance dans lequel on est, on ne comprend pas les injonctions, eh bien il faut avoir l'honnêteté de pouvoir les interroger. Et c'est vrai quel que soit le parti politique dans lequel on est, quelle que soit l'allégeance que l'on fait à tel groupe ou tel autre groupe, que ce soit au niveau de notre pratique religieuse, que ce soit au niveau de nos certitudes politiques ou de nos certitudes idéologiques ou de groupes, voilà, de toutes sortes de mouvements qui peuvent se faire, il y a une boussole intérieure qui est morale, qui est éthique et qui nous demande
qui nous exige de poser la question. C'est juste ou c'est pas juste? Qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi? Est-ce que j'arrive à questionner le mi, l'infini à l'intérieur de moi, Yam, ces infinies possibilités qui sont à l'intérieur de moi? Il y a un point à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme on sait, Chelek Elokam Ma'al, un point qui vient d'Akadosh Baruch Hu, que l'on doit pouvoir interroger et qui nous indique, il nous indique ce point-là, il nous indique ce qui est moral et ce qui n'est pas moral, pas ce que la société, ce que les médias ou ce que les rabbins ont dit qui était moral, mais un point intérieur. Je sais que c'est très subtil ce que je suis en train de dire, je sais que ça peut être entendu de façon très sensible, mais Moshe Rabbeinu est devenu, Moshe Rabbeinu et a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, parce que Sar Lirot, il s'est retiré pour aller voir, pour aller observer. Il a commencé par observer ses frères, il a commencé par observer... Il a observé un Égyptien qui frappait un Hébreu, 2 Hébreux, plus tard deux Midianim, deux groupes de Midianim. Il est interpellé par ce qui se passe autour de lui. On n'a pas le droit de ne pas être interpellé. On n'a pas le droit de rester passif quand quelque chose d'injuste se passe. On n'a pas le droit d'étouffer notre voix intérieure qui nous dit « Oups, 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 ça me semble pas juste, il y a quelque chose qui me semble pas juste ici ». On n'a pas le droit de faire ça. Quel que soit le rapport de soumission, d'autorité qui se trouve au-dessus de nous, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, on a notre Torah. À l'époque, Moshe, c'est avant la Torah, donc c'est la boussole morale. Aujourd'hui, on a notre Torah, qui est la boussole morale absolue de tout, et qui indique clairement des directions. Et c'est la Torah qui doit être notre indicateur. Ce n'est pas un système, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un groupe d'appartenance, c'est la Torah. Que l'on soit digne, Bezrat Hashem, d'abord je prie que mes mots soient compris de façon juste, parce que je dis des choses qui sont très sensibles, très subtiles. Je prie à Kadosh Baruch Hu que mes mots soient compris de façon juste. Je prie à Kadosh Baruch Hu que l'on soit digne de la Torah de Moshe Rabbeinu, notre Rav, qui est arrivé pour libérer Am Israël. Au début, c'est très difficile. À la fin de Shemot, on a l'impression que c'est un échec. Et Moshe arrive et il n'est pas forcément accepté. C'est un étranger qui arrive. C'est un étranger qui il est réellement, qui il est pour venir libérer les Bnei Israël. Et il a été choisi par Akadosh Baruch Hu parce qu'il est allé observer, parce qu'il est allé s'interposer, parce qu'il est allé écouter sa voix intérieure, sa boussole morale. Aujourd'hui, on a la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Emet Vetorato Emet, que l'on soit digne de la Torah, pour que l'on puisse faire le choix d'aller du côté de la Géoula, pas du côté de la Galoute. Shabbat Shalom.